Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo d'introduction aux services de cloud de Microsoft Azure, et plus particulièrement sur cette partie numéro 2 destinée à parler de l'administration des services d'Azure. Donc pour administrer le cloud Azure, en fait, il y a plein d'outils et plein de méthodes différentes qu'on va voir rapidement durant cette vidéo. Donc tout d'abord, la première interface sur laquelle on va en général se retrouver sera le portail web d'administration. Puis, avec l'automatisation et avec la volonté d'aller plus vite, on peut basculer également en PowerShell ou PowerShell DSC. On va voir également qu'il y a un client qui s'appelle Azure CLI. On va voir qu'on peut utiliser des solutions telles que System Center et plus généralement les API. Globalement, il y a beaucoup d'URL à connaître quand on fait de l'Azure. J'ai regroupé l'ensemble de ces URL dans une sorte de boîte à outils que vous pouvez retrouver sur aka.ms/urls cloud. Donc le portail, d'Azure, ressemble à ça en septembre 2019. Donc c'est assez riche, graphiquement parlant. C'est très personnalisable. Ici on a la notion de dashboard que j'ai un petit peu personnalisé ici, vous voyez, avec des images, et des logos. Mais globalement, en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez faire afficher, en fait, vous pouvez, créer un ou plusieurs tableaux de bord, dashboard et les personnaliser par rapport à vos workloads en faisant apparaître, par exemple, des graphes de consommation, en faisant apparaître, du prix, en faisant apparaître des métriques ou simplement des liens pour aller rapidement vers les services qui vous intéressent. La partie qui est à gauche, pardon, est un menu qu'on peut personnaliser en fonction de type de ressources qu'on utilise, plus ou moins. Donc pour personnaliser ce menu de favoris, il suffit de venir sur la partie All Services et ensuite de venir cocher les petites étoiles à côté des services que vous voulez voir apparaître sur ce menu qui est situé à gauche. Ensuite, on peut réorganiser la liste ici des favoris en fonction de ce qu'on utilise le plus en montant ou en descendant dans la liste les éléments. Alors, ce dashboard est par définition un dashboard qui est lié à l'utilisateur dans Azure. Donc ici, c'est moi, on le voit en haut à droite. Mais on peut tout à fait créer des dashboards et après les partager. On peut également créer des dashboards de manière programmatique. En fait, derrière les dashboards, ce sont des fichiers JSON. Donc, on peut donc faire des fichiers dashboards personnels ou des dashboards partagés que du coup on va pouvoir utiliser à plusieurs en équipe. Donc si on souhaite partager, alors avec une équipe, là il y a directement un bouton Share. Si on veut pouvoir reprendre un dashboard d'un client A vers un client B parce qu'on est un partenaire et qu'on a envie de réutiliser le même type d'approche, on peut tout à fait exporter un dashboard, le modifier le JSON associé et puis après le réuploader dans un autre tenant. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Donc tout est vraiment reparamétrable de manière graphique. Ici par exemple, j'ai fait afficher deux ressources groupes et puis des métriques ici sur les consommations de CPU. Très rapidement, alors le portail web est très bien. Néanmoins, tout n'est pas visible dans l'interface graphique. Il y a plein d'options. Alors certaines options en preview ou des options avancées ne seront disponibles qu'au travers des interfaces en ligne de commande. Donc la première interface en ligne de commande la plus connue, c'est Azure CLI, Azure Command Line Interface, donc qui est un outil en ligne de commande basé sur Python. Et c'est un outil qui est disponible en cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur une machine Windows, sur une machine Mac ou sur du Linux. Donc beaucoup d'options, beaucoup plus d'options sont disponibles par la ligne de commande et c'est également le Azure CLI qu'on pourra utiliser si on veut faire des scripts par exemple pour automatiser des créations ou des opérations. À noter, c'est que ce CLI est également disponible sous la forme d'une image Docker. Donc on n'est pas obligé forcément de l'installer, on peut instancier une instance Docker avec le CLI et donc Microsoft maintient à jour dans le Docker Hub en fait une image à jour avec la dernière version d'Azure CLI. Azure évoluant en permanence, et bien l'outil, le CLI également évolue en permanence. Donc il y a régulièrement des mises à jour. Aujourd'hui on doit être dans la version 2.0.74 à la date d'enregistrement de cette vidéo. Donc à tout moment, si on veut voir la dernière version d'Azure CLI, on peut également faire un Docker pull et puis donc instancier ensuite avec un Docker run une nouvelle image avec la dernière version. Bonne nouvelle également, c'est que si vous ne voulez pas installer des choses localement ou vous ne voulez pas utiliser de container, l'Azure CLI est également disponible directement au travers de ce qu'on appelle le Cloud Shell. Donc, le Cloud Shell, en fait,
en latin depuis le portail Azure en venant cliquer sur cette petite icône à côté de la petite cloche qui symbolise les alertes, les notifications. Et donc automatiquement, en fait, ça va ouvrir une partie de l'écran, va s'ouvrir avec un terminal qui sera soit sous Bash ou sous PowerShell, on verra après. Et donc quand on est dans ce terminal, eh bien, on a la ligne de commande AZ, dernière version, qui est déjà disponible. Alors, techniquement derrière, en fait, ce terminal tourne dans un container Docker derrière, mais en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas trop vous poser la question, vous cliquez sur le bouton et automatiquement ça vous ouvre un shell. A noter que c'est 5 containers, donc c'est pas quelque chose qui est normalement persistant. Néanmoins, si on a des scripts qu'on veut conserver, et donc dans son shell, la première fois qu'on va appeler le Cloud Shell, il va vous proposer de créer un compte de stockage qui sera lié à votre utilisateur. Et donc dans ce compte de stockage, en fait, il y aura l'ensemble de la partie persistante de vos fichiers que vous aurez pu créer au sein du Cloud Shell. On peut bien entendu piloter Azure et l'administrer également avec PowerShell. Donc il y a eu différentes déclinaisons du provider Azure PowerShell. Désormais, le provider s'appelle AZ. Et donc on a tout un ensemble de commandes à la PowerShell avec des get, tirer quelque chose, etc., etc. En gros, du PowerShell tel qu'on le connaît, avec toute la puissance de PowerShell, c'est-à-dire le modèle objet. Et donc là encore, Azure évoluant assez vite, ce module en fait doit être maintenu à jour de manière très régulière pour bénéficier des dernières options et fonctionnalités permettant de travailler avec Azure. Donc après, on en retrouve du verbage tout à fait classique de PowerShell, get AZ location, après on peut faire du pipe derrière, enfin, c'est du PowerShell, rien d'extraordinaire là-dessus. Donc en gros, en ligne de commande, il faut retenir qu'il y a deux options. L'option de l'AZ à Azure CLI, qui du coup est cross-platform, et l'option PowerShell, donc on va dire plutôt orienté peut-être la partie AZ pour des gens venant du monde de Linux, et puis la partie PowerShell peut-être pour des personnes qui ont plus l'habitude de PowerShell parce que venant du monde Windows, quoique désormais en fait on peut également avoir la partie PowerShell en environnement Linux ou Mac, PowerShell s'appuyant sur .NET Core qui est disponible en cross-platform. Donc pour résumer, on a l'option d'AZ CLI ou de PowerShell et vous faites le choix en fonction finalement de votre historique ou de votre appétence soit à du Bash, on va dire, soit à du PowerShell. PowerShell est également disponible via le Cloud Shell d'Azure. Il suffit simplement de venir sélectionner PowerShell à la place de Bash et automatiquement en fait on retrouve les mêmes commandes directement disponibles dans le Cloud Shell et donc du PowerShell tout à fait classique aussi. Si vous voulez avoir une vision plus plein écran de votre shell sur Azure, on a vu comment l'appeler depuis le portail Azure en venant cliquer sur le petit bouton ici. On peut également appeler le shell d'Azure directement avec une URL shell.azure.com, donc soit /bash pour arriver en bash, soit /PowerShell pour arriver en PowerShell. Et là, désormais, directement en plein écran, on a ces outils en ligne de commande. A noter que ce soit dans le cadre de PowerShell ou dans le cadre d'Azure, le fait de le lancer dans le Cloud Shell va vous le lancer dans un contexte utilisateur qui est lié soit au contexte sur lequel vous êtes déjà logué, c'est-à-dire sur le portail d'Azure, vous étiez déjà logué, ça reprend ses identifiants. Si vous lancez simplement directement la commande shell.azure.com et que vous n'étiez pas au préalable logué, on passe par le processus d'authentification classique d'Azure avec un login mot de passe, voire du MFA si vous avez activé le multifactor authentication. Dans le Cloud Shell, un truc qui peut être intéressant à connaître, donc il y a bien entendu du Nano, on est basé sur des containers Linux, mais si vous voulez un éditeur de texte un petit peu plus ergonomique, vous pouvez également appeler une sous-version de Visual Studio Code qui est disponible en fait directement dans le Cloud Shell. Il vous suffit d'appeler code et puis le nom de votre fichier, le nom de votre répertoire et automatiquement vous avez un éditeur de code qui apparaît dans le Cloud Shell. Pour ceux qui ont des environnements sur site utilisant du System Center, donc System Center on va dire à partir de la version 2012 R2 et ultérieure, sachez qu'en fonction des solutions System Center, on a une intégration plus ou moins forte avec Azure. Donc ici on a entre guillemets, une vieille capture d'écran de System Center 2012 R2 avec un Virtual Machine Manager, et dans ce Virtual Machine Manager en fait on pouvait rajouter des abonnements Azure et donc visualiser et piloter quelques options de pilotage
des machines virtuelles dans Azure directement depuis System Center. Donc la connexion entre le System Center et l'Azure passera bien entendu par les API REST d'Azure et par les mécanismes d'authentification tout à fait classiques quand on utilise les API. Un autre outil assez intéressant à connaître quand on fait de l'Azure, c'est l'outil Resource Explorer, Azure Resource Explorer, qui est disponible via l'URL https resources.azure.com. Et là, ça vous permet en fait d'explorer l'ensemble de vos abonnements Azure, et donc de voir en fait, d'explorer finalement l'arbre des ressources, et d'avoir une visualisation en fait des informations renvoyées en fait par l'API en REST. Donc l'intérêt ici, c'est que ça permet rapidement de connaître les URL utilisées. Donc, par exemple, ici, je me suis positionné sur une machine virtuelle, et sur cette machine virtuelle, en fait, on voit que je peux récupérer de l'information, cet objet, avec des appels get ou put, ou alors faire des actions avec le post delete. Et donc, je sélectionne les éléments qui m'intéressent, et automatiquement, en fait, il me propose derrière le résultat qui serait renvoyé en JSON, et éventuellement la commande PowerShell associée si je clique sur l'onglet PowerShell derrière. Et on voit toute l'URL complète ici, qui me permet d'accéder à cette information-là. Donc très très utile, peut-être plus utile pour des développeurs, des DevOps, mais utile également pour des IT qui veulent commencer un peu à mieux comprendre la structure qui est derrière. Bien entendu, les outils de développement, les IDE maison Microsoft permettent de s'intégrer assez facilement avec Azure. Donc directement depuis Visual Studio, un développeur en fait peut consommer des ressources d'Azure et il y a un panneau qui s'appelle le Cloud Explorer qui permet de visualiser, de faire des opérations sur des ressources d'Azure telles que des machines virtuelles par exemple ou autres. Si vous n'êtes pas Visual Studio, mais plutôt juste un éditeur de code en fonction du langage que vous utilisez comme Visual Studio Code, sachez qu'il existe un très grand nombre en fait d'extensions qui permettent en fait, en fonction des usages que vous allez faire d'Azure, de faire des opérations directement depuis l'éditeur de code Visual Studio Code sans avoir à ouvrir le portail Azure ou autre. Donc là j'en ai mis quelques exemples ici qui sont liés à la partie stockage ou PowerShell ou RM, mais le nombre d'extensions est assez important. Chaque équipe des différents services Azure pouvant proposer des extensions par rapport au service. Si vous faites de l'IoT par exemple, il y a des modules spécialement pour l'IoT. Si vous faites le développement sur Kubernetes, il y a des modules spéciaux, etc. Donc regardez en fonction des usages que vous allez faire d'Azure, les extensions disponibles dans Visual Studio Code pour en fait gagner du temps et en fait administrer de manière plus souple Azure. Récemment, donc en 2019, a été annoncé l'Azure App Portal, qui est actuellement encore en preview, à la date de septembre 2019, et qui est en gros une application qui est ni plus ni moins qu'un wrapper avec un moteur Chromium derrière, et qui en fait en plein écran vous montre le portail Azure tel que vous pourriez l'avoir dans un navigateur web. Au premier abord, on pourrait se dire que ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à ouvrir le portail directement dans un navigateur. Et pourtant, il y a au moins deux intérêts à cela. Le premier déjà, c'est que c'est du coup un process séparé de l'ensemble des navigateurs. Donc du coup, si un navigateur se met à consommer plein de mémoire et qu'on a besoin de le redémarrer, c'est toujours assez embêtant. Là, pour le coup, on a un process qui est séparé et dédié juste à la partie Azure. Du coup, on n'a pas les effets de bord liés potentiellement à des extensions de navigateurs telles que des adblockers ou des no-scripts ou autres. Ça, c'est déjà intéressant. Et puis, dernier élément, c'est que dans un navigateur, une fois qu'on est logué, tous les onglets vont utiliser les jetons d'authentification qui ont été faits sur le portail d'Azure. Donc, quand on travaille en fait sur plusieurs tenantes avec plusieurs identités, on n'a pas trop le choix, soit d'ouvrir des onglets, des navigateurs en mode privé, soit d'ouvrir plusieurs navigateurs différents pour pouvoir avoir plusieurs identités dans Azure. Donc avec l'Azure App Portal, en fait, chaque instance de l'application peut être démarrée sur une identité différente, ce qui peut être assez pratique pour switcher d'un environnement à un autre sans avoir à se déloguer et à se reloguer. C'est l'intérêt principal que je vois à cette application aujourd'hui, qui est disponible à ma connaissance que sur Windows. Elle n'est pas encore disponible ni sur Mac ni sur Linux. Dernière application intéressante, quand vous êtes en situation de mobilité sur un smartphone ou simplement sur une tablette, vous avez également une application dans vos marketplaces respectifs, donc dans le Google Play et puis dans l'App Store d'Apple. On a une application qui s'appelle Microsoft Azure, qui est donc gérée par les équipes Azure et qui permet en fait de visualiser sur un device avec un écran un peu plus petit qu'un PC normalement,
de voir ces ressources d'Azure et de faire éventuellement des opérations dessus. Donc là, je vous avais un exemple relativement simple, mais sachez qu'on a directement en fait depuis cette application mobile également accès au Cloud Shell. Donc on peut ouvrir une interface, un shell en ligne de commande sur son iPad par exemple, et puis du coup lancer des opérations directement depuis sa tablette ou son téléphone. Donc ça peut être assez intéressant. C'est également intéressant pour effectivement des environnements où on a besoin de faire un dépannage rapidement ou en situation de mobilité. Donc ces applications existent et donc on peut lancer donc du PowerShell ou de la Z CLI directement depuis cette application sur son équipement mobile, tablette ou smartphone de type Android ou iOS. Voilà, maintenant qu'on a vu la plupart des outils qui permettent d'administrer Azure, alors je n'ai pas intégré tous les outils tiers qui consomment bien entendu les API, mais vous aurez compris qu'à partir du moment où les outils permettent de se connecter aux API d'Azure, eh bien on peut utiliser d'autres outils que ceux officiels pour aller piloter notre cloud. Ensuite, il va falloir gérer ses ressources dans Azure et donc gérer un petit peu ses abonnements. Donc, il existe dans Azure, le modèle, l'architecture d'Azure s'appelle désormais ARM, Azure Resource Manager, qu'on appelle également IaaS V2 des fois. En fait, c'est la deuxième implémentation technique de notre cloud. La première s'appelait ASM et est actuellement en cours de disparition. Il reste quelques ressources encore dessus parce que des clients l'ont déployé, mais globalement aujourd'hui, quand on déploie une ressource dans Azure, elle sera déployée selon ce qu'on appelle le modèle ARM. Dans un modèle ARM, on va créer des ressources groupes. Et dans ces ressources groupes, on va créer des objets, et ces objets sont associés à des ressources providers. Un exemple, par exemple, si je crée un objet compte de stockage, il va être associé aux ressources providers appelées storage. Si je crée une machine virtuelle, elle sera rattachée, la ressource en tant que telle, aux ressources providers qui est le compute. Toutes les ressources qu'on va créer dans Azure sont modélisables avec de l'infrastructure as code. Donc, il y a plusieurs approches pour l'infrastructure as code, et ce n'est pas l'objectif dans cette vidéo de rentrer dans le détail, mais par défaut, on a un langage de modélisation des ressources d'Azure sous la forme de code. Donc le code sera du JSON, et donc on appelle ça des ressources groupes templates. Et puis toutes ces ressources, il va falloir gérer également le role based on access control, c'est-à-dire d'être capable de gérer pour ces ressources à administrer qui a le droit de faire quelle opération sur quel type de ressources. Ça, ce sera le RBAC dont on va discuter juste après dans cette vidéo. Donc un groupe de ressources, c'est ni plus ni moins qu'un regroupement logique de ressources qui peuvent être du même type ou pas. La seule chose à retenir, c'est que l'appartenance à un groupe de ressources est exclusif. Donc vous créez une nouvelle ressource dans Azure, je ne sais pas, par exemple une machine virtuelle. L'objet ressource machine virtuelle ne pourra exister que dans un seul ressource groupe. Et elle existera forcément dans un ressource groupe, ça c'est obligatoire. On peut visualiser un ressource groupe comme une sorte de répertoire dans lequel on mettrait les objets qu'on va créer, les ressources. À noter, c'est qu'un ressource groupe, quand on va le créer, on va le voir dans la capture d'écran suivante, on va lui dire je crée ce groupe de ressources dans une région donnée. Ça, c'est juste l'endroit où sera stocké cet objet logique. Mais techniquement, après, les ressources qui seront dans ce groupe de ressources peuvent être, elles, en multi-région. Donc ici, ça c'est l'interface du portail d'Azure pour créer un ressource groupe. Donc on sélectionne dans quel abonnement Azure on veut créer ce ressource groupe, on lui donne un nom. Donc il y a là encore, pour tous les types de ressources dans Azure, il y a des conventions de noms avec des noms acceptés, des noms qui ne sont pas acceptés. Ça, pour chaque type de ressource, il y a toujours une descriptive dans la documentation de ce qui est autorisé ou pas en termes de nommage. Et dans tous les cas, si vous ne respectez pas le nommage, normalement l'interface graphique vous dit attention, là il ne faut pas avoir un caractère spécial, ou il ne faut pas avoir un chiffre ou une majuscule. On vous le dira toujours. Cette ressource-là, elle a juste besoin d'une information, c'est à dire dans quel endroit on va la stocker. Donc là, je vais stocker ici en France centrale, c'est-à-dire en Ile-de-France, sur ressources groupe. Une fois que la ressource groupe est créée, à l'intérieur, je peux créer des ressources de différents types. Donc là, ici, j'ai 3 types de ressources différentes. Et on voit dans la partie location ici que ces ressources peuvent être en multi-région. Donc le ressource groupe a pour objectif, a 2 objectifs principaux. C'est vraiment un regroupement logique de ressources pour un but administratif après en termes de lisibilité, mais ça peut également servir par exemple pour après déléguer des droits, limiter des droits à certaines ressources, certaines personnes de manière plus simple. Et ça permet également à un ressource groupe de facilement avoir l'état de facturation de combien coûte un ensemble de ressources. Voilà. C'est principalement les 2 raisons d'organiser ces ressources groupes, pour de l'administration ou pour après avoir une vue rapide en termes de coûts associés aux ressources dans le ressource groupe.
La question qui vient souvent, c'est quand on a des services complexes qui vont avoir quelques dizaines de ressources potentiellement de types différents, comment est-ce qu'on regroupe ça? Est-ce que pour une application donnée, je mets l'ensemble des ressources dans un seul ressource groupe? Par exemple ici, mes frontaux web, ma base de données, mes VM, mon stockage, et je mets tout ça dans un seul ressource groupe, qui serait par exemple dans le cadre de l'application DRH, le ressource groupe application DRH. Ou est-ce qu'on split et qu'on dit par exemple toutes les ressources de type web et base de données, je les mets dans un ressource groupe, toutes les ressources de type machine virtuelle, je les mets dans un autre ressource groupe, et tout ce qui est stockage, je les mets dans un troisième ressource groupe. Donc la réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Le choix va dépendre finalement du contexte administratif et de la manière après dont seront gérées ces ressources. Si on a plein d'applications et qu'on a envie de faire un tri, une organisation par application, l'option du haut est parfaitement raisonnable en se disant l'application RH, je vais mettre l'ensemble des ressources de l'application RH dans un ressource groupe, ce qui me permettra éventuellement de dire sur ce ressource groupe, il y a des administrateurs spécifiques, où je peux voir également combien va coûter l'ensemble de ces ressources de manière assez simple. Ensuite, si on est dans des organisations où chaque type de ressource est géré par des équipes différentes, peut-être qu'il y a des organisations où le réseau est géré par l'équipe réseau, où les composants sécurité sont gérés par l'équipe sécurité, où les composants de base de données, quelles qu'elles soient, sont gérés par l'équipe base de données. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être plutôt logique, dans ce cas, de regrouper les ressources par type, parce que derrière, le mode administratif sera dédié à des équipes également dédiées par type. Donc là encore, retenez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça va vraiment dépendre de la manière dont vous travaillez et dont vous voulez organiser en fait la répartition des rôles et la délégation après pour le RBAC et la refacturation. Dans tous les cas, désormais on a de plus en plus de mécanismes qui permettent de déplacer une ressource d'un ressource groupe vers un autre. Donc il y a quelques années, c'était compliqué de faire ce type d'opération, pour ne pas dire impossible. Désormais, c'est de plus en plus possible de pouvoir déplacer des ressources X, Y ou Z d'un ressource groupe A vers un ressource groupe B. Donc le choix n'est pas un choix très liant entre guillemets pour le futur. Chose importante par contre, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de ressources, c'est un petit peu comme tout, c'est comme des documents dans une bibliothèque. Si on veut un peu s'y retrouver, il faut un petit peu faire de la classification et éventuellement mettre des étiquettes. Donc imaginez une armoire dans une administration où il y a plein de chemises qui contiennent des informations. S'il n'y a pas derrière un système de couleurs sur les chemises ou d'étiquetage, ça devient compliqué de savoir, de retrouver ces petits un petit peu là-dedans. Donc dans Azure, c'est pareil, quand on commence à avoir plein de ressources et plein de groupes, c'est intéressant en fait de pouvoir labelliser, de mettre des étiquettes sur ces ressources afin de rapidement pouvoir faire des recherches par étiquette. Par exemple, j'ai des ressources qui sont pour la prod et d'autres qui sont pour le test and dev. Je puisse par exemple faire une étiquette qui s'appelle usage, usage égale prod ou usage égale test and dev, et ensuite dire liste-moi l'ensemble des ressources qui sont usage égale production. Donc voilà, ça sert à ça, les étiquettes, le tagging dans Azure. On peut mettre aujourd'hui jusqu'à 15 tags maximum par ressource, ce qui fait une belle combinatoire. Ça peut être utilisé pour la facturation, et de se dire par exemple combien me coûte l'ensemble des ressources qui sont taguées en dev and test par exemple. Et donc là encore, il n'y a pas de bon et de mauvais choix sur le tagging, mais retenez que trop d'étiquettes mal gérées, ça tue un petit peu le concept de l'étiquette, du tagging. Donc, moi, quelques exemples pour bien taguer. Par exemple, le créateur, qui a créé la ressource, ou alors qui est le département ou le service à laquelle est associée cette ressource. Donc si on prenait le cas de l'application RH, par exemple, on pourrait dire service, service refacturé de points RH. Et puis les environnements, c'est également une bonne étiquette à mettre sur les ressources. Donc là, j'ai repris mon exemple précédent avec j'avais 2 ressources dans ce ressource groupe. Je les ai sélectionnées, j'ai cliqué sur ajouter un tag, assigner des tags. Et vous voyez que les tags, en fait, c'est simplement en fait, des clés valeurs. Donc vous mettez ce que vous voulez sur la partie nom du tag et ce que vous voulez sur la partie valeur. Donc c'est votre organisation qui va faire ça. Et du coup, une fois que ces tags sont mis, après on peut faire des recherches dessus, ce qui est plutôt assez intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé d'infrastructure as code. Dans Azure, on peut modéliser de manière déclarative les ressources qu'on a envie de créer. Donc modéliser de manière déclarative, ça veut dire qu'on va décrire dans un fichier qui est, on va dire, du code, le résultat final souhaité. Par exemple, je veux une machine virtuelle en région Nord-Europe avec un disque SSD de 32 Go et 2 cartes réseau. Donc ça, voilà, j'ai modélisé le résultat final souhaité. Je peux le faire dans un fichier, donc je donne le résultat final que je veux, c'est-à-dire une machine qui va avoir tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce fichier sera au format JSON.
Et donc ça veut dire que comme c'est un fichier entre guillemets de code, on va pouvoir le mettre dans un système de contrôle de code source, donc un Git, un VSTS, enfin en gros un endroit que les développeurs connaissent plutôt bien, mais que les ops et les DevOps devraient utiliser tout le temps. Finalement, on va versionner finalement aujourd'hui l'infrastructure ou les objets, les ressources créées dans Azure grâce à ce système d'infrastructure as code. Ça garantit l'idempotence, dans le sens où chaque fois qu'on va dire réapplique-moi ce modèle, on donne toujours le résultat final et pas la manière de le faire. C'est pour ça qu'on parle de déclaratif. Donc, chaque fois qu'on réappliquera le modèle, le résultat sera le même à la fin. Et tout ça va simplifier la partie organisation, orchestration, gestion du cycle de vie. Le retour arrière de version antérieure est facile parce que comme on est avec un dépôt de code, on va simplement revenir en arrière d'une version et réappliquer la version antérieure. Pour commencer avec ce genre d'outils, je vous encourage à aller voir les Azure Quick Start Templates, qui sont aujourd'hui, il y a quelques centaines d'exemples qui ont été faits. Des exemples les plus simples du genre comment modéliser un compte de stockage, jusqu'à comment modéliser une infrastructure complète, par exemple de l'OpenShift, ou des choses assez compliquées avec des clusters. Voilà, tout ça, tous ces exemples existent aujourd'hui. C'est donc, vous pouvez y accéder via le portail d'Azure. Donc faites une recherche dans votre moteur de recherche préféré sur les termes Azure Quick Start Template. Et puis vous arriverez ici sur la page Azure, ce qui vous permet de faire de la recherche en disant bah, tiens, cherche-moi un exemple où il y a des VM par exemple, Windows. Et ça vous listera tous les templates qui vous permettent de créer des VM Windows. Et puis vous pouvez également, derrière cette interface graphique du portail d'Azure, on a en fait un dépôt GitHub qui contient l'ensemble de ces codes. Donc vous pouvez également cloner ce dépôt et les chercher dans les exemples de code. Et les modèles qui sont présentés viennent soit de Microsoft, soit de la communauté. Donc ça s'intègre avec des ressources IaaS ou PaaS, d'autres services d'Azure. Donc on peut avec les modèles déployer des services managés comme des services d'infrastructure assez classiques, VM, réseau ou stockage. Et donc basez-vous d'abord sur des exemples simples, et puis ensuite vous pouvez faire des exemples un peu plus compliqués. Donc ça c'est l'adresse, l'URL du GitHub Azure, et là on a ici l'ensemble des exemples du plus simple au plus compliqué. Une fois qu'on a un modèle sous la forme de fichier JSON, on a peut-être envie des fois d'avoir une visualisation un peu plus graphique de ce que ça représente en termes de composants dans Azure qui seront créés, donc de types de ressources. Il y a un petit outil qui s'appelle armwiz.io qui permet de dire j'ai un fichier JSON, je te le donne et tu me crées automatiquement le dessin associé. Donc je le dis tout de suite, c'est un petit outil qui est bien sur des cas simples. Ici par exemple on a une machine virtuelle qui a une carte réseau, un compte de stockage, un load balancer, une adresse IP publique. Elle est raccordée à un réseau virtuel et puis il y a des network security group dessus. Là, je vois bien la notion de dépendance ici entre mes différentes briques et donc je vois tous mes composants. Si on a un modèle JSON qui comprend beaucoup plus de machines, beaucoup plus d'objets, on peut visuellement arriver à une sorte de gros plat de spaghetti qui est plus très lisible. Mais pour débuter, c'est un outil qui est assez intéressant pour commencer à visualiser l'interaction entre les différentes briques, les différentes ressources qui seront créées dans Azure pour obtenir un résultat. Ici, c'est une machine virtuelle. Depuis Visual Studio également, on peut dire je veux créer un nouveau modèle ARM depuis Visual Studio. Et donc Visual Studio est capable de proposer ses propres templates. Donc il y a quelques templates simplifiés. Et Visual Studio peut vous permettre également d'aller voir les templates directement qui sont disponibles sur le GitHub d'Azure. Et dire va directement chercher sur le GitHub d'Azure Quickstart Template ce modèle et ouvre-le moi directement dans Visual Studio. Et là on a une visualisation du JSON au centre. La partie que je trouve intéressante pour débuter sur la partie ARM, c'est la partie qui est à gauche, qui est en fait un explorateur sous la forme assez graphique des différentes ressources qui sont présentes dans le fichier JSON. Donc ce fichier JSON ici décrit en fait différents objets dans Azure, un compte de stockage, une adresse IP publique, un réseau virtuel, une interface réseau et une machine virtuelle. Et en fait, simplement en cliquant sur ici l'objet, ça va nous amener directement sur la portion de code en fait qui est associée. De la même façon, si on vient sur la partie ressources et qu'on fait bouton droit, ajouter une ressource, directement en fait cette fonction de Visual Studio vous permet de dire tiens, tu veux rajouter une carte réseau, et là automatiquement il vous demande le nom de la carte réseau, où est-ce qu'on l'associe, et il va vous créer le bout de code pour vous. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on crée du code. Une fois qu'on a ce fichier JSON qui a été fait et personnalisé, on peut le déployer de plusieurs façons. On peut venir le déployer directement depuis le portail d'Azure. Dans ce cas-là, on va sélectionner
création de nouvel objet, puis on va rechercher Custom Deployment. Et là, on va venir faire un copier-coller en fait de son fichier JSON et dire sauvegarde-le et déploie-le avec ces informations-là. La plupart du temps, généralement, les fichiers JSON sont plutôt déployés en ligne de commande, soit avec les lignes de commande AZ, la ZCLI, soit en PowerShell. Ici, on avait un exemple de commande de PowerShell pour déployer le fichier JSON. Toutes les ressources qu'on va créer dans Azure doivent être administrées par quelqu'un à un moment. Et donc, il va falloir gérer quelque part le contrôle d'accès à ces ressources et qui a le droit de faire quelle opération sur quelle ressource. Donc, on va du coup devoir faire ce qu'on appelle l'IAM, l'Identity and Access Management, ou la gestion des identités et accès en français dans le texte. On peut retrouver également sous l'acronyme RBAC, le Role Based and Access Control. Et donc, l'idée, c'est de sécuriser l'accès des ressources avec des permissions qui sont assez granulaires. Donc, on va voir qu'il y a différents niveaux de hauteur dans les permissions. Globalement, les permissions vont être affectées à des objets, à des identités présentes dans ce qu'on appelle le tenant ou l'Azure Active Directory. Donc il va contenir des utilisateurs, des groupes et des comptes programmatiques. Et on va pouvoir affecter en fait ces rôles, donc ces permissions sur des ressources, soit au niveau global d'un abonnement Azure, donc au niveau le plus haut, soit au niveau du ressource group, un ressource group pour en contenir une ou plusieurs ressources, soit directement au niveau de la ressource. Et puis, pour faciliter finalement l'adoption du modèle RBAC, on a pré-créé tout un ensemble de rôles. Donc un rôle, c'est un ensemble de permissions sur des types de ressources. Par exemple, on va prendre un exemple simple, l'administrateur de VM, il a le droit de faire toutes les opérations sur des ressources de type machine virtuelle. Donc, en résumé, on va avoir ce qu'on appelle l'Azure Active Directory, qui peut également être appelé un tenant, c'est la même chose. Dans cet Azure Active Directory, on va avoir des utilisateurs, des humains comme vous et moi. On peut avoir des groupes d'utilisateurs. Et puis on peut avoir ce qu'on appelle des applications ou des comptes de service, ou également vous trouverez dans la nomenclature ce qu'on appelle un service principal ou un SPN ou un service principal tout court. Donc ça c'est vraiment, il faut voir ça comme une identité d'un applicatif ou un compte de service. Dans un tenant, donc dans un Azure Active Directory, on peut associer plusieurs abonnements Azure. Donc là j'ai un seul abonnement. Et dans cet abonnement, j'ai des ressources groupes. Donc le Role-Based and Access Control, en fait, on va pouvoir le faire à 3 niveaux. Soit au niveau global de l'abonnement Azure. Et donc là, de base, on aura un compte propriétaire, le owner, celui qui a tous les pouvoirs, donc il peut tout faire. On peut avoir des contributeurs qui ont le droit de faire des modifications sur les ressources, mais le contributeur, à la différence d'un owner, n'a pas le droit de changer les permissions. Et puis on peut avoir des readers qui sont des comptes en lecture seule. Donc là, c'est 3 exemples de rôles, mais c'est des rôles qui sont assez classiques. Et après, on va voir qu'on peut avoir des rôles un peu plus granulaires dans leurs fonctions. Mais retenez en tout cas la différence entre un owner qui est le super administrateur d'un abonnement Azure et le contributeur qui lui peut tout faire sauf modifier des permissions. Donc ne peut pas se reprendre des droits ou en donner à d'autres. En dessous de ça, donc le deuxième niveau sur lequel on peut faire du RBAC, au niveau du resource group. Là encore, la notion de contributeur, de owner ou de reader. Et puis on peut après, là encore, faire granulairement de l'affectation de rôles et de permissions directement au niveau de l'objet, de la ressource, là encore avec des contributeurs, des owners ou des readers. Retenez, c'est qu'il y a une notion d'héritage. C'est-à-dire que quand on est owner au niveau de l'abonnement, on se retrouve owner sur l'ensemble des objets qui sont créés en dessous. Alors certes, on peut toujours créer une règle d'exception en faisant un denied. On pourrait dire, au niveau d'un ressource group, on va faire un deny sur le owner qui est au-dessus. Techniquement, on peut le faire. Et par définition, un owner a le droit de changer les permissions, donc de se remettre les permissions. En résumé, si à un moment vous avez besoin de séparer vraiment les rôles entre deux propriétaires, parce que peut-être qu'ils sont dans 2 pays différents et qu'il y a une administration qui est faite dans le pays numéro 1 et une administration qui est faite dans le pays numéro 2, peut-être que le choix de design n'est pas de faire un seul abonnement Azure, mais peut-être 2 abonnements Azure, avec un abonnement pour le pays A, un abonnement pour le pays B. Concrètement, à quoi ça va ressembler? Ici, je me suis positionné au niveau de mon ressource group. Au niveau de mon ressource group, je suis allé sur la partie Access Control, IAM, Identity and Access Management.
Et donc ici, en fait, j'arrive sur ma console et je dis, par exemple, je vais rajouter ici, je vais donner, assigner un rôle à une personne ou à un groupe ou à une entité programmatique pour ce ressource groupe. Je clique sur Add. La première chose que je dois choisir, c'est quel rôle je veux affecter. Donc là, j'ai tout un ensemble de rôles qui sont pré-créés pour moi dans Azure. Donc par exemple, les trois principaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le owner, le contributeur, le reader, ça c'est assez simple, mais ça c'est cross-ressources, donc en gros ça va s'appliquer à toutes les ressources sous-jacentes. Maintenant, ici par exemple, j'ai tout ce qui est rôle ACR, ici c'est pour Azure Container Registry, et ben, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rôles ici sont vraiment liés en fait à un type de ressource particulier qui est l'Azure Container Registry. Et là on voit que on a du coup une affectation très très granulaire sur des types de ressources particulières. Donc ici, si je prenais le rôle reader pour faire simple dans mon exemple, je dis bah là, je vais affecter un rôle à quelqu'un et ce quelqu'un il aura le droit de lire les ressources dans Azure mais il n'aura pas le droit de les modifier. Je peux affecter ça donc à un utilisateur Active Directory ou à un groupe ou à un service principal, un compte programmatique. Et là ensuite je vais venir chercher dans mon annuaire Azure Active Directory l'identité qui m'intéresse. Donc là je vais aller chercher mon ami et collègue Arnaud, hein, et donc je vais affecter à Arnaud le droit d'être reader sur ce ressource groupe qui est dans mon abonnement. Effectivement ensuite on va le résumer. On voit que ici Arnaud est un utilisateur, qu'il a le rôle reader sur cet abonnement, sur ce ressource groupe Azure, et voilà. Et on voit là ici qu'il y a de l'héritage qui a été fait, donc j'ai ici des comptes programmatiques, donc c'est des apps, qui eux ont le droit contributeur, parce que en fait j'ai affecté ce droit au niveau de l'abonnement Azure, et donc par héritage, on voit que eux sont contributeurs en fait sur cet abonnement, sur ce ressource groupe. Pardon. Si on résume en synthèse, le Airback s'appuie sur l'Azure Active Directory, ce qu'on appelle le tenant également. Dans l'Azure Active Directory, on a des utilisateurs ou des groupes, ou des applications. Et puis on a également la notion de rôle et d'assignation de rôle à ces groupes, ce qu'on appelle le Airback. Donc tout ça va permettre en fait de dire cet utilisateur ou ces groupes a le droit d'accéder à telle application, ou a le droit de faire des opérations dans Office 365 ou sur le portail d'Azure, ou globalement sur certaines ressources de l'API d'Azure, et donc sur l'abonnement et les ressources. À noter, c'est que l'Azure Active Directory peut être peuplé avec des identités 100% cloud, c'est-à-dire que vous les avez créées uniquement dans l'Azure Active Directory, mais ça peut être également des identités qui proviennent d'un référentiel d'identité sur site, donc en gros un Active Directory qu'on aura synchronisé avec des outils. Et donc on peut prendre des identités existantes sur un environnement à demeure et les synchroniser, les projeter dans l'Azure AD pour après faire le Airback dessus. Autre élément intéressant, la notion de verrouillage des ressources. C'est pas parce qu'on a les droits de faire des opérations sur des ressources qu'on peut ne pas faire, on peut des fois faire des erreurs. Donc le verrouillage de ressources, ça permet d'éviter les modifications, suppressions accidentelles. Donc par exemple ici, j'ai créé un lock, donc on appelle ça des locks sur Azure. Là j'ai créé un lock qui dit on fait un lock de type delete. Et donc à partir du moment où on aurait mis un lock de type delete, même si je suis administrateur d'une ressource, si je veux la supprimer, et je fais supprimer et que je valide, je fais delete et puis voulez-vous supprimer? Oui, et je valide, et bien là on me dira non, tu n'as pas le droit de supprimer parce qu'il y a un lock qui a été posé. C'est-à-dire que si je veux vraiment supprimer, je dois venir enlever le lock, le verrouillage, et ensuite faire l'opération de suppression. Donc c'est là, en gros, il n'y a pas de mauvaise manipulation. Là, c'est vraiment intentionnel, la suppression. Donc l'idée de verrouillage, c'est vraiment protéger contre des suppressions accidentelles. Voilà. Dernière chose, tout ce qui est fait comme opération dans Azure est logué. Est logué dans ce qu'on appelle l'Activity Logs. C'est un journal d'activité qui est disponible dans Azure Monitor. Et on peut récupérer l'ensemble de l'activité pour une période donnée, pour une utilisateur donnée, sur des ressources données. Donc on peut le faire graphiquement via le portail d'Azure. On peut le faire également en PowerShell, en CLI ou directement via l'API REST en disant donne-moi l'ensemble des activités qui ont eu lieu de tel jour à tel jour sur tel type d'objet par exemple. Donc tout est tracé et donc si effectivement on délègue bien les bons droits aux bonnes personnes et qu'on a la surveillance derrière, plus les locks, globalement on a une administration qui est à peu près saine. Voici un exemple du journal d'activité vu dans Azure Monitor Log depuis le portail web d'Azure. Donc là, on retrouve l'ensemble des opérations que j'ai fait au préalable, notamment l'affectation tout à l'heure
de Arnaud en tant que reader sur le ressource groupe rgstanislas.io. Donc vous voyez que l'ensemble des informations est disponible. Donc là, elle est en version graphique résumée. On peut également avoir la version JSON et puis on peut avoir tout un historique derrière des changements qui ont pu avoir lieu sur tel ou tel objet ou telle opération.